Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Je sais, ça fait longtemps, mais Rings of Power est de retour pour une saison 2, alors moi aussi. Dans cette vidéo, nous allons discuter des épisodes 1 à 3 des Anneaux de Pouvoir, et elle contiendra des spoilers pour ces 3 épisodes et pour la saison 1. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de revenir plus tard. Je vais revenir un petit peu rapidement sur tous les moments importants de ces épisodes et vous dire ce que j'en ai pensé, côté positif et négatif. Et pour ça, je vais pas vraiment suivre l'histoire de façon linéaire, en tout cas comme elle est présentée dans les épisodes, mais regarder chaque groupe de personnages et leur intrigue sur les 3 épisodes. Ok, c'est parti. On va commencer avec les elfes qui sont en Lindon, spécifiquement à Mistland, connu aussi sous le nom des Havres Gris. Et d'ailleurs, le premier épisode se nomme Les Rois Elfes sous le ciel, qui est un titre extrait directement du poème très connu sur les Anneaux de Pouvoir. Vous savez, celui qui fait 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes, etc., etc. On retrouve donc Galadriel et Elrond qui reviennent des régions et qui ont les 3 anneaux de pouvoir des elfes. Spécifiquement, Elrond a les 3 anneaux et Galadriel essaye de les récupérer. Et on comprend qu'il y a eu un conflit sur s'il faut utiliser ou pas ces anneaux. Accessoirement, Galadriel n'a pas informé ni Gil-galad, ni Celebrimbor, ni Elrond que Sauron était de retour, ce qui est évidemment une connerie, et Elrond est donc allé voir Gil-galad, et l'informe que Halbrand n'était donc pas qui il prétendait être, et que Galadriel a dissimulé des informations. Mais au même moment, Galadriel explique que les anneaux que Celebrimbor a créés pourraient potentiellement sauver les elfes de leur déclin, qui intéresse très rapidement Gil-galad, évidemment, puisqu'il pense à la protection et à la préservation de son peuple. Gil-galad est plutôt d'accord pour utiliser les anneaux, malgré les précautions de Elrond qui dit que c'est une très mauvaise idée, que c'est rentrer dans le jeu de Sauron et donc mettre en péril la Terre du Milieu. Gil-galad n'est pas d'accord, évidemment, et s'ensuit un petit conflit. Elrond rappelle quand même, et Gil-galad aussi d'ailleurs, que Sauron, c'est l'un des serviteurs les plus rusés qu'avait utilisé Morgoth pendant le Premier Âge. Morgoth, c'est le big bad méchant du Premier Âge. Sauron était l'un de ses serviteurs, et qu'il est spécialisé dans la tromperie, dans la manipulation, etc. Et Gil-galad et Elrond savent aussi que Sauron peut changer de forme à volonté, et qu'il a du pouvoir sur les esprits des gens, et donc Elrond est notamment inquiet qu'il puisse manipuler Galadriel, et donc si elle a l'un des anneaux, manipuler l'une des utilisatrices des anneaux de pouvoir des elfes, puisqu'elle a passé du temps avec. Gil-galad pense quand même que ça vaut le coup d'utiliser les anneaux, Elrond est pas d'accord, il fait une sortie assez exceptionnelle en sautant de la cascade pour fuir Gil-galad et ses soldats. C'est un moment que j'ai trouvé je suis un peu partagée dessus. En soi, je trouve que les acteurs sont très bons, le lieu est magnifique, et c'est un moment important, évidemment, est-ce qu'on va prendre cette décision d'utiliser ces anneaux malgré leur connexion avec Sauron, etc. En sachant que Galadriel le répète à plusieurs reprises, et c'est vrai que Sauron n'a jamais touché ces anneaux-là. Donc, s'il y a un risque, et c'est vrai, il est quand même pas aussi grave que d'autres anneaux que l'on verra plus tard. Ce qui m'embête un petit peu sur cette scène, c'est qu'on a 3 personnes très intelligentes, qui sont tous assez âgées, Elrond est le plus jeune du groupe, et qui sont des personnalités qui devraient discuter, qui devraient s'asseoir autour d'une table et prendre le temps. Je suis un peu étonnée que Gil-galad n'ait pas des conseillers autour de lui, et en fait, ça nous est présenté un peu comme une engueulade entre 3 personnes, alors que ça devrait être une discussion beaucoup plus longue et beaucoup plus réfléchie, qui prennent le temps, qui ressemblerait plus à ce qu'on a vu sur le Conseil d'Elrond, par exemple, plutôt que juste une engueulade de passage. Mais encore une fois, elle était bien interprétée, les performances des acteurs sont bonnes, donc c'est mon problème sur tout le conflit qu'il y a avec Elrond, Gil-galad et Galadriel dans cette partie-là de l'histoire pour l'instant. C'est que je la trouve un peu simpliste, la façon dont ils approchent le sujet, est vraiment très individuelle. On a ces 3 personnes-là qui s'engueulent, mais on prend pas le temps d'expliquer, d'analyser de pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque. C'est un peu... Tout est visualisé avec l'arbre qui représente le déclin ou la réussite des sociétés elfes, mais on n'a pas vraiment de détails plus que ça
Je trouve que c'est un peu simpliste et un petit peu dommage de le représenter comme ça. Dans tous les cas, Elrond décide d'aller voir quelqu'un de plus sage et de plus ancien, et il va donc voir Círdan, évidemment, qui est l'un des elfes les plus anciens en Terre du Milieu en ce moment. Le plus ancien peut-être, il faudrait que je vérifie. Et Círdan au début est plutôt d'accord avec lui, il dit qu'il a déjà vu le travail de Celebrimbor, qu'il n'a pas besoin de voir les anneaux, il discute un petit peu, et Círdan propose donc d'aller se débarrasser, ou détruire, en tout cas d'essayer de détruire les anneaux en les lançant dans une crevasse au fond de la mer. Mais il va y avoir une secousse un petit peu, et Círdan va voir les anneaux, et il change d'avis. Il change d'avis, il va voir Gil-galad, et il lui dit que la perfection n'existe pas que à Valinor, elle existe aussi dans le travail de Celebrimbor, dans ses anneaux, et il lui remet donc les anneaux, il lui en remet 2, il en garde un pour lui. Pareil, ça fait partie de ces choses où j'ai l'impression que on passe un petit peu rapidement au-dessus de qui est Círdan, hormis le fait qu'on nous a expliqué qu'il est plus ancien et plus sage que Gil-galad et que Galadriel à ce moment-là. C'est parmi les objets les plus puissants qu'il existe, et il n'y a pas vraiment de discussion de qui c'est qui va garder les anneaux, comment est-ce qu'on les utilise, est-ce qu'on se sépare, c'est juste, ah tiens, Círdan en garde un, évidemment Gil-galad en prend un, il y a un anneau qui tombe au pied de Galadriel, donc elle le récupère. En vrai, il y a une logique derrière pourquoi ce sont ces individus-là qui ont ces anneaux-là à ce moment-là. C'est juste que c'est un peu passé outre, et un peu comme le conflit et la discussion entre Elrond, Gil-galad et Galadriel, c'est simplifié au maximum, et je trouve ça un petit peu dommage. Après, je comprends qu'ils ont des problèmes de temps, et je pense qu'il y a des gens sans doute qui ont trouvé que ces épisodes étaient déjà assez longs, ils font tous plus d'1 heure, mais j'aurais bien aimé, moi perso, qui aime mes longues fantaisies, j'aurais bien aimé qu'on passe un tout petit peu plus de temps à expliquer quelles sont les décisions très importantes qui ont été prises ici, et pas juste comme ça semble un peu au hasard de non, Gil-galad il veut sauver son arbre et sa société, mais pareil, on voit pas beaucoup ce qu'il cherche à sauver. Gil-galad, je vais le rappeler un petit peu après, mais voilà. Ils mettent les anneaux et la magie opère immédiatement, le magnifique arbre au-dessus s'illumine, tout reprend vie, donc ils arrivent à ralentir et à stopper, pour l'instant en tout cas, le déclin des elfes immédiatement grâce à ces pouvoirs-là, grâce au pouvoir des anneaux. C'est une très 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 jolie scène, encore une fois, je parlais tout à l'heure des couleurs, et c'est très joli. Vraiment, moi je trouve que c'est une scène très belle. On a donc nos 3 détenteurs d'anneaux, qui sont Galadriel, Gil-galad et Círdan, qui se retrouvent et qui comprennent qu'ils ont maintenant un pouvoir assez important. Gil-galad et Galadriel qui discutent du fait qu'ils ont des visions. Galadriel qui le dit, mais on comprend que Gil-galad aussi, et Galadriel s'inquiète beaucoup du sort de Celebrimbor et de l'Eregion. On voit notamment un rêve, il me semble que c'est au début de l'épisode 2, qui est très perturbant, le visuel est très intéressant, où on voit Celebrimbor qui récite justement le poème dont je parlais tout à l'heure, et qui semble extrêmement inquiet, et il se fait trucider à la fin, il rentre, il s'incruste dans un arbre et tout. C'est assez horrifiant comme visuel, donc Galadriel demande à Gil-galad de l'autoriser à partir en Eregion pour s'assurer que tout va bien avec Celebrimbor. Le truc que Gil-galad lui rappelle, c'est que c'est pas parce que j'étais d'accord avec toi sur le fait qu'il fallait utiliser ces anneaux que je trouve que tu t'es bien comporté. Il pense toujours qu'elle a fait une énorme erreur en faisant confiance à Halbrand, et surtout en ne communiquant pas très rapidement le fait qu'elle savait que c'était plus Halbrand et que c'était Sauron. Globalement, il lui dit qu'il ne lui fait plus confiance. La seule façon qu'il accepterait qu'elle parte en Eregion, ce serait avec Elrond. Il a envoyé des messagers, on le verra plus tard quand on parlera de Celebrimbor. Ces messagers se sont fait trucider, donc ils n'ont plus de communication avec l'Eregion. L'Eregion n'a pas d'informations de la part de Lindon, donc tout le monde est un peu dans le noir à ce moment-là. Elrond continue à discuter avec Círdan, il boude un petit peu dans son coin, Elrond, depuis que globalement il s'est fait ignorer, et il va quand même discuter un petit peu avec Círdan, qui lui parle du fait que c'est pas parce qu'un poète est un ivrogne que tu dois ignorer la beauté de sa poésie, etc. Et donc ils ont une discussion sur le fait que même si Sauron a
donner l'idée des anneaux, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être utilisés pour le bien et pour la beauté du monde, etc. Ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que Elrond soit convaincu. Je pense qu'Elrond accepte que, bon, il doit faire avec. Galadriel, Gil-galad et Círdan ont maintenant les anneaux. Ils ont réussi à stopper le déclin des elfes. Ils ont réussi pour l'instant à sauvegarder Lindon. Ça, c'est positif, mais je pense pas qu'il est... je pense qu'il reste persuadé que c'était une erreur, qu'il aurait fallu les détruire immédiatement. Peu importe les conséquences, même si ça pose un risque pour l'avenir des elfes en Terre du Milieu. La raison pour laquelle je pense ça, déjà, c'est parce que c'est en partie montré dans la série, on voit bien que Elrond n'est pas convaincu du tout, et aussi parce que Elrond continue à avoir cet argument tout au long du Deuxième Âge et jusqu'au Troisième Âge. Parce que quand Elrond conseille Frodo et la communauté de l'anneau d'aller détruire l'anneau unique, il sait que ça mènera au déclin final des elfes et à leur existence sur la Terre du Milieu, et il le fait quand même, parce qu'il sait que la destruction de l'anneau unique enlèvera le pouvoir des autres anneaux. Et c'est quelque chose que J.R.R. Tolkien lui-même mentionne dans une lettre, c'est la lettre 183 pour ceux qui sont curieux dans les lettres de J.R.R. Tolkien, où il parle de l'aspect politique des personnages, ou de l'absence de politique des personnages, et donc il parle du choix de Elrond à quand même pousser la communauté de l'anneau à aller détruire cet objet qui causera la fin de son ère. Donc c'est très intéressant d'avoir ce personnage-là qui a ce conflit-là, et ça va être intéressant de le voir au fur et à mesure de la saison. Après, comme je disais, je trouve que c'est un petit peu amené de façon bancale, et c'est un peu dommage. Il arrive quand même, après sa discussion avec Círdan, clairement il accepte, il comprend qu'il doit participer, qu'il n'a pas le choix et qu'il doit participer, et décide d'accompagner Galadriel pour aller voir si Celebrimbor va bien. Évidemment, il décide d'y aller, à condition qu'il mène la compagnie et pas Galadriel. Encore une fois, risque de causer quelques conflits internes chez les elfes, mais ça devrait être intéressant. J'espère que ces petits conflits vont pas durer trop longtemps, j'ai vraiment envie qu'on les voit plus unis, parce que très vite ils auront d'autres trucs à penser que si oui ou non il fallait utiliser les anneaux. Honnêtement, je suis pas certaine que même s'ils avaient suivi le plan d'Elrond et qu'ils avaient détruit les anneaux, même s'ils avaient réussi à informer Celebrimbor et que les anneaux n'avaient pas été créés, si on enlève les anneaux complètement de Deuxième Âge, Sauron est quand même là. C'était son plan, évidemment, et c'est catastrophique la création des anneaux, mais il aurait, je pense, d'une façon ou d'une autre, trouvé une façon de régner sur le Mordor, de régner en partie sur la Terre du Milieu, et si des elfes plus déclinants, moins présents, parce qu'il n'y a pas les anneaux pour les protéger, se retrouver face à Sauron. Disons que la guerre de la Dernière Alliance, avec moins d'elfes, surtout par exemple sans Gil-galad, si Gil-galad était reparti à Valinor, ça aurait eu une tronche différente. Évidemment, Sauron sans anneaux, aussi ça aurait eu une tronche différente, mais je suis pas certaine qu'il y avait forcément une bonne solution. Donc ça c'était pour Elrond, Galadriel et Gil-galad. Comme je disais, je trouve le conflit intéressant, je trouve la discussion intéressante, je trouve qu'elle est amenée de façon maladroite. C'était déjà un peu le cas dans la saison 1, mais je trouve que Galadriel et Gil-galad, à mon grand désespoir, sont un peu mal caractérisés. Je pense que les acteurs font du mieux qu'ils peuvent, mais qui sont un peu bloqués par leur dialogue et par la façon dont les personnages sont amenés. J'espère que ça va un peu progresser, justement une fois qu'on aura fini avec ces petits conflits et qu'on rentrera dans des choses un peu plus grandes, on va dire. Et je trouve qu'il y a un petit souci sur Lindon en général, qui est que ça m'a l'air vide. C'est très joli, c'est magnifique, les décors sont très très beaux, tous les petits éléments qu'il y a partout et tout ça, mais en gros on voit nos personnages principaux, 2-3 soldats en arrière-plan, et on voit jamais la ville, on voit jamais la vie. C'est assez contrastant quand on regarde par rapport à Khazad-dûm ou à Núménor, surtout en saison 1 pour Núménor, qui sont très vivants. Dans Khazad-dûm, on verra après, il y a un marché, on voit du monde et tout ça. Lindon, ça a l'air vide. C'est pour ça, je pense que Gil-galad paraît aussi peu sympathique, c'est parce qu'on comprend pas vraiment ce qu'il est en train d'essayer de défendre,
parce qu'on les voit jamais. T'as 3 mecs, quand l'arbre s'illumine, et que c'est encore une fois une très jolie scène, mais ils sont très peu nombreux. On voit pas vraiment de la vie des elfes à cet endroit-là. Et ça ressemble à ce qu'on a vu dans les films de Peter Jackson dans le 3e âge, sauf que le 3e âge, une bonne partie des elfes sont déjà partis. C'est pas... Là, le 2e âge, ils sont encore nombreux, ils sont très très nombreux. Et je trouve qu'on le voit pas du tout, ça fait très vide. Et c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'on perd en gravité de justement, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit ici, pourquoi ils prennent le risque d'utiliser ces anneaux malgré l'existence de Sauron et le fait qu'il ait pas participé, mais qu'il ait conseillé Celebrimbor dans la création de ces anneaux. Ils prennent le risque pour sauver un peuple complet qu'on ne voit jamais. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dessert un peu la série. Et du coup, je trouve que cette partie-là, sur Galadriel, Gil-galad et Elrond à ce moment-là, sur ces 3 épisodes, c'est un peu bancal. On va continuer sur la partie qui se passe à Rhûn, les terres de l'Est, là où les étoiles sont étranges, qui se trouve être le titre du 2e épisode, mais aussi la façon dont est décrit Rhûn en général, qui est un endroit sur lequel on a très peu d'informations. Et on retrouve nos pieds velus favoris, notre pied velu favori en tout cas pour commencer, Nori, qui a donc accompagné l'étranger que je risque potentiellement d'appeler Gandalf. Donc vous m'excuserez, il n'a pas été confirmé comme étant Gandalf, il a juste dit 2-3 phrases à droite à gauche qui font penser qu'il est potentiellement Gandalf. Nori avait donc accepté de l'accompagner, et ils sont paumés, l'étranger n'arrive toujours pas à maîtriser ses pouvoirs, donc quand il essaye de conjurer de la nourriture, ça se passe moyennement bien, même si Nori est très contente de manger des insectes. Toute cette partie, surtout dans le premier épisode, m'a assez réjouie parce que c'est des moments de légèreté au milieu d'un épisode qui est plutôt sombre et très sérieux. On avait ces petits moments où Nori et l'étranger sont en chemin, qui sont beaucoup plus légers. Ils sont évidemment très vite rejoints par notre amie Poppy, évidemment. On se doutait bien qu'elle allait sans doute les rejoindre. Et on a aussi Poppy qui nous ramène une carte et qui explique que la chanson qu'on avait entendue dans la saison 1 a des indications pour aller vers Rhûn, donc l'arrivée de Poppy leur permet de se rediriger. Et on a aussi une scène qui m'a, moi personnellement, beaucoup fait rire, qui est Poppy et Nori, surtout Nori, essayent de trouver un nom pour l'étranger, pour pouvoir le nommer quelque chose, et elle tente des noms au pif, elle les essaye, et lui, il répond à un moment donné « Personne ne peut me donner un nom, il est déjà nôtre, il est qui on est. » Et je n'ai pas de problème avec cette ligne de dialogue qui est excellente, elle est très bien interprétée, etc. C'est juste que tu es chez Tolkien, mec. Et mettons que tu es Gandalf, tu as déjà... Ok, d'ici la fin du 3e âge, il y a au moins 5 noms qui sont utilisés fréquemment pour Gandalf, voire plus. Et chez Tolkien, en général, les personnages ont plusieurs noms. C'est un des trucs qui peut être un peu compliqué quand on commence à lire Tolkien, c'est que les personnages ont tous plein de noms et de surnoms et d'autres façons de les décrire. Du coup, ça me fait beaucoup rire qu'ils se disent « Ah non, je veux pas un nom au pif comme ça que t'as trouvé. » Mec, 5 noms. Bref, c'est un détail. Je pinaille, mais lui aussi. Elle a fait des suggestions dont au moins une ou deux auraient pu être tout à fait acceptables. L'étranger et nos amis les pieds velus sont surveillés par des silhouettes étranges à dos de cheval qui, à un moment donné, on les voit repartir vers un lieu et on retrouve nos sorcières qui poursuivaient l'étranger dans la saison 1 qui semblent être sous les ordres d'un homme mystérieux qui a une grande barbe et un bâton et qui a quand même vachement le look de Saruman. On n'a pas d'informations, on n'a pas son nom, on n'a aucune idée si c'est un Istar ou pas. Disons que quand ils ont fait le design de ce monsieur, ils se sont dit « Tiens, je me demande à quoi ressemblait Saruman quand il était jeune. » Et ils l'ont mis sur cet acteur. Quoique, en termes de sourcils, ça ressemble plus à Gandalf que à Saruman, mais bon. C'est plutôt intriguant, on n'a pas vraiment d'informations dans ces 3 premiers épisodes, mais il dit clairement qu'il cherche Istar, donc ils savent que l'étranger, ils savent qui est l'étranger, et il renvoie les cavaliers à la poursuite de notre trio,
qui arrive d'ailleurs à les rattraper quand ils sont en train de se reposer près d'un puits, et commence à attaquer Poppy, Nori et l'étranger. Celui-ci se défend en déclenchant une tempête de sable, mais comme on l'avait vu précédemment, il contrôle très peu ses pouvoirs, et ça se passe pas très bien. Disons que la tempête fonctionne pour faire partir les assaillants, mais elle envoie aussi se balader nos pauvres pieds velus qui disparaissent à la fin de l'épisode 2, je crois qu'on les voit pas dans l'épisode 3, et on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Le moment dramatique fonctionne un peu qu'à moitié, parce qu'on se doute très bien qu'elles ne sont pas mortes, et qu'elles vont retrouver l'étranger d'une façon ou d'une autre. Pas parce qu'on le sait dans les livres, hein, c'est juste parce que c'est des personnages originaux, mais c'est les pieds velus, c'est le côté un peu plus léger de l'histoire. Il y a très peu de chances que deux de ces personnages se fassent tuer comme ça à ce moment-là. Du coup, c'est une partie des épisodes que je trouve sympa, sans plus. C'est-à-dire, je trouve ça très agréable. Je suis pas, quand la scène passe et qu'on arrive sur Poppy, Nori et l'étranger, je suis pas fâchée. Mais pour l'instant, il y a rien qui m'accroche à 100%. Je suis curieuse de savoir qui est l'homme à la barbe, mais sans plus pour l'instant. On va continuer en allant se balader du côté de Numénor. On va regarder un petit peu ce que font tous les Numénoriens, même ceux qui ne sont pas à Numénor actuellement, en tout cas un qui n'est pas à Numénor. Mais donc, si vous vous souvenez, la reine a amené une partie de son armée dans les terres du sud de la Terre du Milieu. Ça s'est pas très bien passé, puisqu'on a eu l'éruption de la montagne du destin, la création du Mordor, qui a donc causé la perte d'un certain nombre de soldats. Isildur a disparu, il est présumé mort, et beaucoup de gens sont morts aussi. Et la reine a été aveuglée, et quand ils reviennent à Numénor, le roi, Tar-Palantir, est décédé. Il était vieux, il était malade, c'est pour ça que Myriel était la reine régente de Numénor. On commence la saison avec les funérailles de Palantir. On voit donc Myriel faire son deuil. On voit aussi Myriel et Elendil qui se sont clairement rapprochés, pas forcément de façon amoureuse, je crois pas en tout cas, mais Elendil est très protecteur de la reine, et elle semble beaucoup se reposer sur lui pour la conseiller, en tout cas encore plus que dans la saison 1, ils ont l'air très proches là-dessus, et ils commencent à voir ou à entendre des murmures de conspiration et de politique en arrière-plan qui ne sonnent pas très bon pour l'avenir de Myriel, notamment parce que Pharazôn semble tirer des ficelles pour enlever la confiance au peuple en Myriel. Si vous vous souvenez un petit peu, l'un des conflits qu'il y a en ce moment à Numénor, c'est qu'une partie du peuple n'a plus confiance aux anciennes traditions, ne veut plus avoir de contact avec les elfes notamment. Ils ont beaucoup de ressentiment envers les elfes, ça a rapport avec l'immortalité, etc. Et qu'il a été reproché à Myriel d'avoir suivi Galadriel dans les terres du sud, etc. On a une scène que j'ai trouvée plutôt sympa entre les trois conspirateurs et Aérienne, qui est la fille de Elendil, qui sont en train de comploter dans une taverne, et Valendil, qui était le pote d'Isildur, vient et défend Myriel, notamment en disant que Myriel elle a essayé de sauver Isildur, et que Aérienne ne devrait pas en dire du mal. C'était une scène que j'ai trouvée très fun. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais du fait que Lindon manquait de vie. C'est ce genre de petite scène qui aide, je trouve, parce qu'on est dans un lieu qui est différent du palais, il y a un peu de vie derrière, il y a des extras qui se baladent, ça montre qu'il y a différents lieux, en fait, et qu'il y a de la vie ailleurs que juste dans le lieu principal. Donc cette scène était très cool, mais on comprend donc que ça complote. On va donc ensuite se préparer pour le couronnement de la reine, puisque le roi est mort, donc la reine régente est sur le point de devenir reine régnante. Cependant, les complotistes en chef sont évidemment présents. On a vu à plusieurs reprises, on l'a vu pendant les funérailles, on le voit là pendant le couronnement, Myriel est plutôt bonne avec son public, c'est-à-dire qu'il y a on lui reproche beaucoup de choses, on lui reproche d'avoir causé la mort de tout un tas de soldats, tout ça, mais elle arrive à parler à son peuple quand les gens l'interrompent, elle arrive à répondre, elle arrive à calmer les excitations, etc., jusqu'à ce que Éarienne intervienne et reproche à Myriel d'utiliser et potentiellement d'être manipulée par le Palantir, qu'elle appelle un artefact
elfique. Et ça vraiment, ça lance tout un tas de conflits pas possibles. Elendil essaye de faire taire sa fille sans succès. Et elle lui dit notamment qu'elle parle au nom d'Isildur, parce que tout le monde à ce stade-là pense que Isildur est mort à Númenor. Et donc Éarienne, qui était déjà pas une grande fan de Myriel dans la saison 1, est maintenant en full mode de rébellion. Palantir tombe par terre, Pharazôn, roi de la manipulation, dit non, mais Éarienne raconte n'importe quoi, évidemment que la reine n'utiliserait jamais ça, détruisons-le. Et la reine, Myriel, dit non, on peut pas le détruire. Et évidemment, ça retourne encore plus les gens contre elle, parce que ça va dans le sens de ce que prétendait Éarienne, que Myriel est utilisée par le Palantir, ou qu'elle utilise le Palantir dans les deux sens. Et donc, il y a conflit, tout le monde s'engueule, tout le monde se tire sur les fringues et tout ça. Et ils sont interrompus par un aigle géant. J'aime beaucoup, le mec il arrive, sérieux, vous savez pas vous tenir. Et il débarque. Et ils en avaient parlé un petit peu avec Pharazôn dans une scène précédente où il disait que la présence d'un aigle géant à un couronnement, c'est un très bon signe. C'est un signe que les dieux sont d'accord avec le roi ou la reine qui se fait couronner. Mais Myriel est loin. Elle est plus loin dans la salle, elle est aveugle. Il y a des gens qui essayent de lui taper dessus à ce moment-là. Et du coup, Pharazôn en profite pour se rapprocher de l'aigle et faire croire, ou en tout cas s'arranger pour que ça ressemble comme si c'était un signe qui était destiné à lui et non à Myriel. Et il se fait donc acclamer, et on se doute que la suite des intrigues politiques de Númenor ne vont pas aller particulièrement dans le sens de Myriel, mais plutôt dans le sens de notre ami Pharazôn. J'aime bien la partie politique de Númenor, en partie parce que je sais ce qui va se passer ensuite, et que je trouve ça intéressant de voir comment on arrive à ce stade-là. Je me demande qu'est-ce que j'en penserais si j'étais moins informée, si je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me demande si je trouverais ça aussi intéressant. Potentiellement c'est un petit peu rapide, un petit peu comme le conflit avec les elfes, mais je suis assez intéressée par le truc. Je trouve que Pharazôn est un excellent méchant complotiste, parce qu'il est assez subtil, l'acteur le joue plutôt bien, et je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et je suis donc très très curieuse de voir la suite. Je pense pas que Númenor va avoir un énorme rôle dans cette saison 2, je pense qu'on va se concentrer principalement sur les choses que font Sauron et Celebrimbor. Et je pense potentiellement que le gros moment de Númenor ce sera en saison 3. Je pense que là on met les dominos en place pour la saison 3. Peut-être que je me trompe, mais ce serait ma théorie. On verra bien. Il existe un autre Núménorien qui n'est pas mort, mais tout le monde pense qu'il est mort, qui est notre ami Isildur, qui est toujours dans les terres du Sud et qui se réveille grâce à un cheval héroïque dans une grotte pleine d'araignées. Cette scène, j'ai pas beaucoup de screenshots parce que c'est difficile de faire des screenshots parce que la scène est assez sombre, mais cette scène était excellemment bien foutue, surtout en termes de sound design. Les sons, les cliquements des araignées qui arrivent, oh, c'était horrifiant, sinistre, parfait pour des araignées, c'était horrible. Cette scène était horrible, mais dans le bon sens du terme, je l'ai trouvé... ça. J'ai pas de meilleure explication. Il arrive à s'échapper, il va croiser une madame qui s'appelle Estrid, il me semble, qui le poignarde un petit peu parce qu'elle pensait que c'était un orc, mais ils s'entendent plutôt bien, ils continuent à faire chemin ensemble vers Pelargir, où sont réfugiés les survivants de l'éruption du volcan, qui sont aussi secourus parce qu'ils se font attaquer à un moment donné par Arondir, qui vit aussi en ce moment à Pelargir. On l'accompagne donc à Pelargir et on voit Arondir et Théo qui ont des funérailles pour Bronwyn, la mère de Théo et la compagne d'Arondir, qui est morte suite à des blessures, on comprend. Je pense pas que c'était le plan initial. L'actrice a décidé de pas continuer sa carrière d'actrice, il me semble. Et du coup, ils ont accéléré sa mort. Je sais pas si elle serait morte dans les plans de base, mais à la fin de la saison 1, elle était globalement très vivante. Elle était blessée, mais ça allait bien. Et donc évidemment, Arondir et Théo pleurent son décès. Théo, ok, il a eu une vie difficile. Il connaît pas son père, sa mère vient de mourir, son village a été détruit par un volcan, il y a des orques partout et des mecs pas sympas. Ok,
Il n'empêche que c'est l'ado relou, le plus ado relou de toute l'histoire de la télé actuelle. Il me gonfle. Il me gonfle. J'ai essayé en saison 1 d'être sympa avec lui, d'essayer de... Ah, il est un peu relou au début, puis ensuite Arondir va le gagner de son côté, ils vont devenir un peu potes et tout ça, et là il est reparti en mode non, vas-y je te déteste. Et je peux pas l'encadrer, et j'avoue que quand c'est lui à l'écran, je suis là, non mais on peut pas aller voir quelqu'un d'autre. Allez, on va voir Durin, je m'en fous de lui. Et vraiment, j'ai essayé en saison 1, mais là, j'avoue, il était que dans l'épisode 3, il a pas beaucoup de scènes, mais les 3 scènes dans lesquelles il était, il m'a gonflé. Je sais pas à quel point on a donné en direction à l'acteur de passer pour un ado relou, mais en tout cas, il joue très bien les ados relous, à moins que ce soit juste l'acteur qui est comme ça de base, qui est pas impossible, je sais pas. Mais j'ai vraiment du mal. J'avoue que là, si tu me disais que il se finissait décapité à la fin de l'épisode 4, j'aurais du mal à pleurer la mort de ce jeune homme. Le personnage, hein, pas l'acteur, évidemment. On a juste une petite scène en plus avec lui, donc il va... Ok, non, il y a une scène que j'ai trouvée intéressante, qui est Isildur parle avec Estrid de la mort de sa mère, et il explique notamment que c'est en partie de sa faute, puisqu'il a manqué de se noyer, et que sa mère est venue le sauver, et qu'elle s'est noyée à sa place, et qu'il a eu du mal, et qu'il n'en parle jamais, et qu'il l'a pas dit vraiment comme ça à sa famille, etc. Et donc il parle de responsabilité, et du fait d'accepter le cadeau que sa mère lui a fait, etc. Et que c'est plutôt une jolie scène entre les deux, et on voit Théo en arrière qui entend ces histoires, et lui qui vient de perdre sa mère, on comprend que c'est quelque chose qui va le toucher. Et il y aurait quelque chose à faire avec ce personnage, c'est juste qu'on a trop d'autres trucs à faire. On a trop de choses. Il se passe trop de trucs. J'ai une théorie sur là où ils vont aller avec ce personnage, je pense qu'à un moment donné, il va récupérer un anneau. C'est ma théorie. Peut-être pas. Mais voilà. Ouais, j'ai du mal à me préoccuper vraiment du sort de ce gars-là pour l'instant. Il va aider Isildur à aller récupérer son cheval, et il se fait enlever par quelque chose, on ne sait pas quoi. Si vous avez vu les bandes annonces, vous doutez sans doute de ce qu'il a enlevé à ce moment-là, vu les sons qu'on entend et la façon dont il se fait enlever. Ça sera pour les prochains épisodes. Voilà, comme je vous dis, je suis plutôt intéressée par ce qui se passe avec Isildur et ce qui va se passer avec Arondir, parce que je trouve ça intéressant d'avoir le perspective d'un elfe qui fait pas partie des hauts elfes qui vivent à Lindon ou en Eregion, c'est un peu différent. Mais j'avoue que Théo... Et le prochain élément qu'on va voir, c'est ce qui se passe à Khazad-dûm, et on va enchaîner très rapidement ensuite sur ce qui se passe en Eregion, puisque les deux vont être très liés. Mais on commence à Khazad-dûm où on voit... On retourne un tout petit peu en arrière, on voit donc l'éruption de la montagne du destin, le Rodruin, qui va créer le Mordor, etc. Et cette éruption envoie des tremblements de terre, en tout cas ça a des conséquences sur les montagnes plus loin, notamment à Khazad-dûm, où on voit les pluies de lumière s'effondrer, et on comprend au fur et à mesure des discussions ensuite que il y a beaucoup d'endroits qui ont été détruits, et ils ont de plus en plus de mal à trouver des lieux sécurisés, des accès, des lieux pour creuser, qui soient sécurisés dans la montagne. On voit le roi Durin III qui fait face à une pénurie de nourriture, notamment, près de son peuple. Donc il y a un problème très grave pour la société naine qui vit à Khazad-dûm. On nous rappelle aussi que Durin fils et Durin père se sont embrouillés en fin de saison 1 et ne refusent de se parler. Ils sont tous les deux très têtus, très obstinés, et refusent de s'excuser ou de faire le premier pas en avance. Ça va être important un petit peu pour la personnalité des nains qui ont la réputation d'avoir cette obstination face à plein de choses. On rencontre aussi Narvi, qui est un maître forgeron et qui a l'oreille du roi Durin III, qui, dans le livre, est un personnage connu. Pour l'instant, on l'a vu juste un petit peu écouter le peuple et ramener ses informations auprès du roi. J'étais surprise qu'il accompagne pas Durin en Eregion, mais j'imagine que ça viendra peut-être, ou pas, je sais pas s'ils vont conserver cet élément-là d'information. Mais j'espère, parce que c'est un petit plus. Voilà, donc pour l'instant, c'est un personnage nain supplémentaire qui est plutôt intéressant. Et Durin reçoit une invitation de Celebrimbor à venir en Eregion, et accepte. Et il va rencontrer Celebrimbor et un autre personnage dont on parlera dans peu de temps, et Celebrimbor et Anatar leur proposent des anneaux de pouvoir qui leur permettraient de sauver
Khazad-dûm, qui leur permettrait de communiquer à nouveau avec la montagne, puisqu'on a vu Disa essayer de chanter pour trouver des endroits sécurisés dans la montagne et échouer. Très jolie scène, très triste d'ailleurs. Donc on les voit discuter avec Celebrimbor et avec Anatar. Anatar essaye de convaincre Durin, et on voit qu'il est quand même moins à l'aise à discuter avec des nains, et il échoue un peu plus que quand il est en manipulation des elfes, sur lequel il a un peu plus de contrôle, j'ai l'impression. Il dit 2-3 choses qui font tiquer Durin, qui est pas fan du monsieur. Celebrimbor et Anatar leur demandent d'aller communiquer ces informations au roi Durin III, et que s'ils veulent ces anneaux, ils doivent évidemment ramener du mithril. Durin est très méfiant, mais Disa lui dit qu'il doit absolument donner cette information au roi, et au passage, mettre un peu de côté son conflit avec son père, parce que là, la situation, elle est trop grave, en fait. Les nains se retrouvent un petit peu dans la situation, en tout cas, les nains de Khazad-dûm se sont retrouvés très rapidement dans la situation un peu que sont les elfes, où leur cité commence à s'effondrer, et ils ont besoin d'aide très rapidement. Durin, à sa défense, va voir son père, et donc lui parle de ses anneaux, de la proposition de Celebrimbor, etc. Et lui parle aussi de sa méfiance, et du fait qu'il fait pas vraiment confiance à cette proposition, ce qui est intéressant, parce que Durin, jusque-là, était l'un des seuls nains qu'on avait vu qui appréciait les elfes, qui appréciait notamment Elrond, qui il était très ami. Il est toujours très ami. Et là, il leur dit « Ok, les elfes ont une solution, mais je suis pas fan. » Clairement, Durin ne l'écoute pas à ce moment-là, ce qui est un peu dommage pour la suite de l'histoire. Il y a une scène finale avec Durin, avec les deux Durin d'ailleurs, mais on va la voir à la toute fin de cette vidéo, puisqu'elle va avec la fin de l'épisode 3. Globalement, sur les scènes avec les nains, moi je suis très fan, j'adore la relation entre Durin et Disa, je la trouve c'est l'une des meilleures réalisées, avec celle de Durin et Elrond qu'on n'a pas vu là dans cette saison 2, mais dans la saison 1, c'était les scènes que je préférais, c'était toutes les scènes entre Durin et Elrond, et Disa, et donc là ça continue à être excellent. Les acteurs doivent bien s'entendre, parce qu'ils ont une connexion entre les deux, t'arrives à croire qu'ils sont mariés, t'arrives à croire qu'ils passent leur vie ensemble. C'est vraiment, c'est joyeux à voir, et c'est plaisant à les entendre se chamailler et tout ça. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Khazad-dûm, ça fait très vivant. On commence la première scène qui se passe dans Khazad-dûm, on est dans un marché, et ça a l'air palpable, et ça contraste vraiment avec ce que je disais tout à l'heure sur les elfes. Et vraiment, toutes les scènes avec les nains, moi je suis très, très heureuse de les voir. Pour l'instant, on a juste mis en place quelques petits éléments, donc le fait que Khazad-dûm a des gros problèmes, que la montagne est en train de s'effondrer par endroits, qu'ils ont plus accès à la lumière du soleil, puisque tous leurs puits de lumière se sont effondrés, donc ils ont des problèmes très graves, mais l'intrigue a à peine commencé pour eux. Je pense qu'elle va partir en cacahuète très vite, mais bon, c'est juste une suggestion. On va aller voir ce qui se passe en Eregion, mais avant d'aller en Eregion, il faut qu'on fasse un petit détour par Forodwaith, dans le prologue de l'épisode 1, qui se passe au tout début du deuxième âge. On a donc un flashback sur l'origine de Halbrand, on va dire. On rencontre Sauron, le Sauron du premier âge en tout cas, qui, sous sa forme du premier âge, qui est donc là juste après la défaite de son maître, Morgoth, et qui s'adresse aux armées des orques en disant que il a des grands plans, etc., que plein d'orques vont être tués, peu importe, on s'en fout, on s'en fout du moment que lui, il règne. Globalement, c'est ce qu'il dit. Clairement, ce discours n'est pas très bien reçu par l'armée en face de lui. Et Adar le tue. Globalement, Adar tue Sauron à ce moment-là. Il retourne la couronne, il le plante dans la tronche. Excellente scène, bien tendue comme il faut. Et Sauron meurt. Je mets 1 milliard de guillemets autour de meurt. C'est très difficile de tuer un mal. Et du coup, on voit Sauron devenir une espèce de ghoul, une limace inhumaine qui, pendant des centaines et des centaines d'années, va progresser très lentement en mangeant des rats et on imagine des insectes et des trucs, machin, et va avancer lentement vers des sociétés plus grandes que des rats, et finit donc par tuer une pauvre madame qui passait dans le coin, et retrouve une forme qui sera la forme donc de Halbrand.
On a donc ensuite tout un flashback qui nous ramène jusqu'à la première scène où il rencontre Galadriel, qui est assez intéressante. Ça nous permet de voir un peu la façon dont Sauron fonctionne, commence à mettre en place ses plans qui sont pas sûrs. Au début, il veut retourner direct se battre, et puis il comprend après, au fur et à mesure, il met en place des éléments plus lentement. C'est assez intéressant à voir. Et une fois que le flashback est terminé, qu'on a retrouvé le temps présent, on retrouve Halbrand, Sauron, dans les Terres du Sud. Donc à la toute fin de la saison 1, on avait vu, il se dirigeait vers le Mordor, et il se rend à Hadar, je mets 1000 guillemets, si vous pouviez voir, je mets des guillemets, des air quotes partout. Il se rend à Hadar et demande à ce que son peuple soit libéré. En échange, il promet des informations sur un sorcier qui pourrait menacer le Mordor et le règne de Hadar. Et donc, il sous-entend fortement, mais Sauron, il est toujours vivant. C'est très ironique. Moi, ça me fait beaucoup rire de voir Sauron commencer à faire ses petites manipulations et commencer à tromper tout le monde. C'est le méchant qu'on aime. Il est mesquin au possible, il fait des sous-entendus non-stop. Quand il jure fidélité à Hadar, il jure fidélité au seigneur du Mordor. J'aime qu'on ait enfin dit à cet acteur « Ok, le mystère est parti, vas-y. Tu es libre maintenant d'être le Sauron rusé, manipulateur et maléfique que tu es. Vas-y. » Il réussit à négocier avec Hadar, globalement, de pouvoir repartir pour aller récupérer justement des informations sur Sauron. Et on le voit à la toute fin, il a promis à l'un des mecs de Terre du Sud qu'il le tuerait parce que celui-ci le torturait un petit peu. Et il réussit donc à avoir un warg qui le bouffe. Et on le voit sourire en partant. Comme je disais, très mesquin, très Sauron. J'aime beaucoup. Je pense qu'on va voir beaucoup Sauron dans cette saison. Et que il va être fun à voir. À l'exception de Gil-galad, Galadriel et Elrond, qui savent qui il est, le reste du monde ne savent pas vraiment que Sauron est de retour, ils voient juste un mec. Et du coup, il peut vraiment être le grand manipulateur qu'il est, et c'est fun. On se retrouve donc en Eregion, le magnifique royaume des elfes forgerons, et on retrouve notre ami Celebrimbor. Galadriel lui a dit « Ne traite plus avec Halbrand ». Elle lui a pas donné d'explication, elle lui a juste dit « On peut pas travailler avec lui ». Donc, quand Halbrand se pointe à ses portes, il dit non à sa défense. Pendant très longtemps, il va dire non. J'avoue que c'est un des problèmes que j'ai, je savais que ça allait se passer comme ça, mais c'était quelque chose qui m'avait posé problème à la fin de la saison 1, c'était que il n'y a aucune justification crédible pourquoi Galadriel ne dit pas à Celebrimbor que Halbrand est Sauron. Vraiment, il y a rien, c'est-à-dire que je sais qu'ils ont vaguement expliqué que, évidemment, elle avait un peu honte d'avoir été amie avec Halbrand, potentiellement plus, d'avoir eu une connexion, de l'avoir laissé entrer dans son esprit, etc., etc. Et je m'en fous, c'est nul. À ce moment-là, Galadriel, c'est une personne très intelligente, c'est une personne qui est là depuis très longtemps. Toute la saison 1, elle a passé son temps à dire à tout le monde « Mais si, Sauron, il est encore vivant, j'en suis persuadée, il est toujours là », et alors que tout le monde lui disait « Mais non, tu racontes n'importe quoi, il est mort, blablabla ». Et là, elle a la preuve, enfin, elle sait, il est là en face d'elle, et elle le dit pas. C'est pas justifiable. En vrai, c'est pas justifiable. Ça m'agace, c'est pas grave. Même si j'aime pas le fait qu'ils aient fait ça, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ils ont voulu commencer avec les 3 anneaux des elfes, et il fallait que Sauron et Celebrimbor se rencontrent pour commencer le processus des anneaux. Et je comprends bien qu'ils étaient bloqués, c'est-à-dire que une fois que Halbrand était là, et que Galadriel comprenait que c'était Sauron, il fallait qu'il puisse revenir et que Celebrimbor accepte de le laisser rentrer. Et s'il avait su que c'était Sauron, il l'aurait jamais accepté. Du coup, ça m'agace un peu, mais je comprends, c'est pas très grave. En vrai, c'est pas très grave, c'est un détail dans l'histoire. Après longues heures à attendre sous la pluie et dans le froid, Celebrimbor finalement accepte de laisser rentrer Halbrand chez lui. Il discute un petit peu, il lui parle notamment des 3 anneaux des elfes en disant « Mais si, bien sûr, Gil-galad les a reçus et ils les ont utilisés et ça fonctionne. » Il le fait pour plusieurs raisons, déjà parce que Halbrand commence à essayer d'enlever de la confiance de Celebrimbor envers Gil-galad du « Ah bon, t'es pas au courant ? Bah si, voyons, évidemment que ça a fonctionné. » Et Celebrimbor est un peu « Bon, ils auraient pu me le dire quand même. » Comme si c'était pas Sauron lui-même qui avait demandé le massacre des messagers de Lindon. Ça permet aussi à Celebrimbor
de se réjouir et de savoir que son œuvre a fonctionné. Et on a une très jolie scène à ce moment-là où on voit Celebrimbor ressentir toute cette joie et ce bonheur de non seulement avoir pu sauver les elfes de la Terre du Milieu, en tout cas pour un temps, mais aussi d'avoir réussi à créer quelque chose d'aussi important. Et c'est quelque chose qui était déjà venu dans la saison 1 de son sentiment d'infériorité par rapport à son ancêtre Fëanor, qui joue beaucoup dans sa vie et dans son ambition de vouloir réussir à créer des choses qui ont un impact dans le monde. C'est quelque chose qu'il recherche énormément, et donc là on lui dit « tu as créé quelque chose qui a sauvé les elfes de la Terre du Milieu », et il est fou de joie, au point où il dit la phrase que j'ai considérée comme la meilleure phrase de ces 3 épisodes, et oui, c'est une phrase complètement banale, mais elle m'a fait exploser de rire à haute voix, qui est I'm going to open a first stage bottle. Allez, j'ouvre une bouteille du premier âge. Excellent, génial, magnifique, j'ai adoré. C'est juste qu'on puisse lancer comme ça une référence au premier âge au milieu d'un dialogue. La petite moi d'il y a 15 ans qui lisait le Silmarillion a juste ressenti tout le bonheur. Tout le bonheur. Accessoirement, cet acteur qui joue Celebrimbor est excellent. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu'ils aient pris un acteur qui a l'air un peu plus âgé, notamment plus âgé que l'actrice qui joue Galadriel, et qu'il a l'air un peu... Il ressemble à un homme d'âge moyen anglais, ce qu'il est. Donc il n'a pas vraiment le look elfique. Mais honnêtement, je suis tellement heureuse qu'ils aient oublié le look et qu'ils ont juste pris un acteur qui est excellent. Il a tellement de micro-expressions, on va en reparler un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a une scène à la toute fin que j'ai trouvée exceptionnelle en termes de jeu d'acteur. Mais là aussi, il est en premier plan avec Sauron à l'arrière, et on ressent toute sa joie et toute son excitation, et allez, on va ouvrir une bouteille du premier âge. Et accessoirement, juste après cette scène, quand Sauron commence à faire son spectacle, avec le vent, la pluie, etc., la bouteille se casse. Ce qui, je trouve, est un symbole assez intéressant. Le premier âge, c'est compliqué. C'est long, ouais, il se passe plein de choses. Mais globalement, le premier âge se termine avec la chute de Morgoth. Et du coup, le succès des forces du bien, on va dire, le fait qu'il fasse une référence au premier âge qui se brise immédiatement, peu de temps après, quand Sauron commence à se manifester réellement, c'est une image intéressante. Halbrand continue à discuter avec Celebrimbor et il commence à lui faire son cinéma à 100%. Il lui dit qu'il doit lui avouer quelque chose et que vraiment qu'il veut être honnête avec lui. Il nous sort vraiment tous ces trucs et effets. Il manipule la météo, il fait jouer le feu, etc. Vraiment, il balance toutes les ficelles possibles de manipulation sur Celebrimbor et il voit celle qui s'accroche. Il tente... Voilà, tout à l'heure je parlais de son sentiment d'infériorité par rapport à Fëanor. Il va à fond là-dedans. Il parle de Gil-galad qui discriminerait les nains, qui ignorerait les forgerons de l'Eregion. Vraiment, il lance tous les trucs possibles et imaginables. Et évidemment, visuellement, il fait en sorte d'apparaître de façon spectaculaire. Et il change d'apparence légèrement pour apparaître sous la forme d'Anatar et va prétendre face à Celebrimbor qu'il est un envoyé des Valar, donc les dieux, qu'il est venu pour assister Celebrimbor, pour l'aider, parce qu'ils doivent sauver les peuples de la Terre du Milieu, de la menace qui se présente. Encore une fois, il joue sur l'ambition de Celebrimbor, il y a un envoyé des dieux qui est venu te voir, toi, personnellement, parce que toi, tu peux nous aider à sauver tous les peuples de la Terre du Milieu, pas que les elfes, les nains, les hommes aussi. Magnifique manipulation. Celebrimbor est vendu. Il n'a aucune raison à ce moment-là de douter. Galadriel lui a dit non, je veux pas qu'on traite avec Halbrand. Sauron lui dit non mais c'est parce que ils veulent juste se préoccuper des elfes, ils veulent pas aider les autres peuples, ils pensent que les autres peuples ne sont pas capables de gérer les anneaux. Le fait que Galadriel lui dit de ne pas traiter avec lui et que lui prétende être aussi un envoyé des Valar peut aussi jouer dans le pourquoi Celebrimbor le croit, parce que Galadriel, premier âge, quand elle part de Valinor, il y a plusieurs milliers d'années, et il y a un conflit avec les dieux, avec les Valar. Donc Celebrimbor peut facilement se dire, elle est pas fan des Valar, donc c'est l'envoyé qui débarque, faut pas lui faire confiance, faut pas lui parler, pas de souci. Vraiment, à ce stade-là, j'essaye de défendre Celebrimbor.
J'aime beaucoup toute scène. J'ai été un peu critique précédemment sur certains morceaux des épisodes. Celebrimbor, Anatar, 100%, je suis partie à fond, j'aime tout. J'ai tout aimé, les acteurs sont excellents, la chorégraphie, c'est over the top évidemment, hein, le feu, la tempête dehors et tout ça, mais c'est Sauron, c'est Anatar, c'est le roi de la manipulation qui vient et qui met tout en place pour qu'on le croie. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient utilisé le nom Anatar. C'était pas certain parce que Anatar et le nom n'existe que dans le Silmarillion et d'autres textes, mais il n'existe pas dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Les showrunners, les scénaristes n'ont pas accès aux autres textes, ils ont accès au Seigneur des Anneaux et à ses appendices. Mais on sait, ou en tout cas on a entendu des rumeurs, comme quoi les showrunners ont discuté avec le Tolkien Estate pour avoir accès à quelques noms et quelques mots supplémentaires, et j'imagine que c'est l'une des choses qu'ils ont négociées, c'est Anatar. Parce que c'est trop important. C'est le nom du seigneur des cadeaux. C'est bizarre à dire en français, je trouve, Lord of Gift. Et ça aurait été difficile de tourner autour sans pouvoir dire le nom s'ils n'avaient pas eu les droits. Donc j'apprécie que le Tolkien Estate ait dit « Ok, vous touchez pas au Silmarillion, mais voici Anatar, prenez-le. » Ça me fait plaisir. Et donc, Celebrimbor est vendu. Il va même jusqu'à mentir à Gil-galad pour lui dire « Non mais t'inquiète, on va tout détruire, on va plus créer d'anneaux, je suis content que ça ait fonctionné, cool mec, à plus. » Et Anatar derrière qui lui dit « Vraiment, tu vas mentir à Gil-galad ?» Comme si c'était pas lui qui lui avait donné toutes les lignes à écrire et tout ça en arrière-plan. Et on voit d'ailleurs Celebrimbor reprendre certains des arguments que Anatar lui a donnés avant. J'adore. Et quand Durin III, roi Durin III, amène le mithril à Celebrimbor, on voit Anatar tendre la main pour prendre le mithril des mains de Celebrimbor et donc participer activement à la création des anneaux, ce qu'il n'a pas fait sur les anneaux des elfes, c'est important. Et on voit qu'il met une partie de son essence, de sa magie, en tout cas il se passe quelque chose, et il va déposer le morceau de mithril dans la forge. Les anneaux des nains sont en cours de création. Et tout à l'heure je parlais des performances des acteurs. L'épisode 3 se termine donc sur la création des anneaux des nains. On a un plan sur Anatar et Celebrimbor, qui restent là sur eux deux, il n'y a pas de dialogue, il y a juste la musique à l'arrière. Anatar et Celebrimbor et ces deux acteurs se restent là, ils se regardent, ils sourient, ils sont contents, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Tu sens qu'il y a des arrière-pensées, tu sens évidemment qu'Anatar il est là, yay, mon plan fonctionne, trop bien. Et tu sens que Celebrimbor, l'acteur arrive à faire passer qu'il est convaincu à 100% par Anatar. Il croit que c'est son ami, il croit qu'ils sont en train de faire du bien pour la Terre du Milieu. Mais on peut voir dans son regard, dans sa performance, on peut voir qu'au fin fond de son crâne, au fond de son cerveau, il y a une petite voix qui lui dit « T'es pas en train de faire une connerie, là ? Il y a un truc bizarre. » Et tu sens qu'il a un micro-doute qui a pas vraiment de valeur pour lui, pour l'instant. Mais c'est certain que Celebrimbor va avoir de plus en plus de doutes au fur et à mesure. Et j'aime vraiment qu'on le voit dès le début, qu'il y a un truc qui cloche vraiment dans sa relation avec Anatar, en fait. Et cette scène est splendide. J'ai vu des gens discuter de pourquoi est-ce qu'ils avaient commencé par les anneaux des elfes. Potentiellement, là, on a la réponse, parce que dans les livres, on sait pas vraiment dans quel ordre ils ont été créés, les anneaux. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'informations sur les anneaux, pour être honnête. À part sur l'anneau unique. Là, sur l'anneau unique, on a pas mal d'infos. Mais sur les autres anneaux, on sait pas qui sont les détenteurs des anneaux des nains, par exemple. On sait pas qui sont les détenteurs des anneaux des hommes. On sait pas exactement quels sont leurs pouvoirs. On a des vagues notions, mais c'est très léger, on va dire. Et on sait pas forcément dans quel ordre ils ont été créés. Tout ce qu'on sait, c'est que pour les anneaux des nains et des hommes, Anatar, Sauron étaient impliqués. Pour les anneaux des elfes, il ne les a pas touchés. Mais on pourra remarquer que ils ont commencé avec les 3 anneaux des elfes, ils enchaînent sur les 7 anneaux des nains, et donc ils suivent le poème en fait. 3 anneaux pour les rois elfes, 7 pour les seigneurs nains, 9 pour les hommes mortels, et 1 pour le seigneur des ténèbres. Et donc ils suivent cet ordre-là. Est-ce que c'est l'ordre qu'il aurait fallu ? Je sais pas. Encore une fois, j'ai un petit souci avec le fait que Galadriel est pas informé, enfin qu'il sache que c'est Sauron avant Anatar. Ça m'embête un peu,
Mais je comprends ce qu'ils font et du coup j'aime. Et vraiment, encore une fois, je trouve que toutes les scènes Celebrimbor, Anatar, magnifiques, j'adore. Et je pense que c'est leur saison en fait. Vu certaines images de promo qu'on a vues, il est possible qu'on voit... Je me demande si on va voir la création des 9 anneaux dans cette saison-là ou pas. Et si on les voit, est-ce qu'on va voir déjà la fin de cette relation ou pas? C'est mes parties favorites des 3 épisodes. J'ai adoré. Au final, pour conclure, ces 3 épisodes étaient plutôt solides, honnêtement. Après coup, une fois que j'ai fini de les regarder, j'ai essayé de mettre en place un petit peu mon analyse, ou en tout cas de réfléchir à ce que je venais de voir, et je me disais que si je devais donner une note, j'aurais donné un 7 sur 10, un 14-15 sur 20 en gros. C'est-à-dire que je trouve que globalement, c'est majoritairement très bien, c'est majoritairement fun, c'est intéressant, les intrigues m'ont captivée, je suis accrochée, j'ai vraiment envie de voir la suite, j'ai hâte d'arriver à la fin de semaine prochaine pour voir le prochain épisode. Mais il y a quelques petits éléments bancals à droite à gauche qui font que je suis... Par moments, je suis là... Ah, agace. Et je parle pas forcément des épisodes, des personnages qui m'intéressent moins, donc peu importe Théo, en fait c'est pas tant ça. C'est plus ce que je mentionnais donc sur l'intrigue autour des elfes de Lindon, donc Gazriel, Gil-galad et Elrond, que je trouve bancale. C'est-à-dire que je trouve leur engueulade bancale, et je trouve la caractérisation spécifiquement de Gil-galad et Galadriel mal gérée. Et je pense vraiment pas que c'est la faute des acteurs. Je trouve que on leur donne des lignes de dialogue qui les aident pas vraiment. On n'a pas donné beaucoup de temps pour développer le personnage de Gil-galad, du coup il paraît très antipathique en permanence. Et du coup je trouve que ça les aide pas beaucoup. Et j'ai un autre problème que j'ai pas mentionné jusque-là, qui est un souci sur la représentation du temps et des distances. Alrand, Anatar, Sauron, peu importe, fait un aller-retour Eregion, Mordor, Mordor, Eregion. On a l'impression qu'il fait ça en 3 jours. On n'a pas de notion de combien de temps il reste torturé par Adar et sa compagnie, mais on a l'impression que très peu de temps s'est passé, puisqu'ils ont toujours pas réussi à communiquer avec Lindon depuis les régions, ce qui est un petit peu plus proche sur la carte. Cela étant dit, ça reste loin aussi. Le fait que Elrond et Galadriel se sont poursuivis à cheval entre les régions et Lindon. Pareil, j'ai du mal, logiquement c'est plusieurs jours, et entre les régions et le Mordor, c'est plusieurs semaines de voyage. Donc plusieurs semaines de voyage qui sont condensées, on a l'impression que ça se passe du jour au lendemain. Je trouve que ça enlève un peu de la grandeur de la Terre du Milieu, que ça enlève un peu... Le monde est aussi un peu vide, on les voit peu voyager, mais quand on les voit voyager, c'est assez vide. Le deuxième âge, c'est assez... Il y a du monde un peu partout, il y a de la vie partout, il y a de la vie en Lindon, il y a de la vie ailleurs, et voyager d'un endroit à un autre prend du temps. C'est important dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est important dans tous les autres récits. Ça prend du temps d'aller d'un endroit à un autre. Tout Le Seigneur des Anneaux, c'est un voyage en gros. Et ça me choque pas que Lindon et les régions n'arrivent pas à communiquer, parce que t'as envoyé un premier messager, il s'est fait tuer, t'en as peut-être envoyé un deuxième, mais ça prend du temps. Sauf que si à côté tu me montres que Sauron il peut voyager en une demi-heure entre le Mordor et les régions, dans ce cas-là on voit 15 messagers, il y en a bien un qui arrivera à passer, puisqu'apparemment ça va te prendre 10 minutes. J'exagère un petit peu, mais je trouve que il faut qu'ils arrivent à communiquer les distances mieux et le temps. Je mets au défi quiconque de me dire, entre le moment où les 3 anneaux des elfes ont été créés et celui où les anneaux des nains sont créés, donc la fin de l'épisode 3, combien de temps s'est passé? Je pense que, en vrai, il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'est pas l'impression que ça donne, on a l'impression que ça se passe quelques jours après. Et ça m'embête un petit peu. Je trouve que la structure du temps et de l'espace est vraiment ratée. C'est pas grave, ça empêche pas vraiment de profiter des épisodes, mais il y a des moments où je me pose des questions. Et ça me sort des épisodes par moment. Rien de très grave, globalement ensuite, visuellement, c'est très joli. Les acteurs sont vraiment très bons, je l'ai répété plusieurs fois, mais je trouve que on a vraiment de la très haute qualité pour les acteurs. La musique est exceptionnelle. Oh, Bear McCreary, magnifique, perfection. En ce moment, je l'écoute en bossant. La soundtrack de la saison 2, je vous le conseille, c'est superbe. Si vous aimez cette ambiance-là, évidemment, pour bosser. Mais c'est vraiment une bonne musique, elle revient régulièrement. On a des thèmes pour Sauron, on a des thèmes pour les lieux et tout ça. J'ai adoré. On a quelques intrigues qui sont pour l'instant plutôt mystérieuses, notamment dans le pays de Rhûn.
et donc avec l'étranger. Je suis curieuse de ces éléments-là, mais en vrai, je veux surtout voir l'intrigue principale qui est la création des anneaux et le bordel que ça va créer. Globalement, c'est ça qui m'intéresse. Voilà pour l'épisode 1, 2 et 3. C'était beaucoup d'épisodes, mais je comprends. C'était un peu une remise à plat de l'intrigue, et on commence à faire bouger les premiers pions vers l'explosion qui va sans doute arriver à la fin de la saison. On a vu dans les bandes annonces qu'il y a quand même des batailles dans cette saison, donc ça va pas tarder, je pense, à arriver. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. J'ai vraiment, vraiment hâte. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Univers Fantasy.